En 2007, 15 longues années après la disparition énigmatique d'Antoine Moreau, le silence pesait encore lourdement sur les couloirs de la rédaction lyonnaise, un silence que même le bourdonnement constant des claviers modernes ne parvenait plus à dissiper. Chloé Dubois, dont le propre bureau jouxtait autrefois celui d'Antoine, se retrouvait face à une tâche empreinte d'une mélancolie lancinante, vider les archives poussiéreuses de son ancien collègue, un acte à la fois professionnel et profondément personnel. Ce N était pas un simple nettoyage de printemps, était un véritable pèlerinage forcé dans le passé, une confrontation inévitable avec l'absence persistante d'un homme dont le souvenir, tel un fantôme, hantait encore les lieux. C'est au milieu de ce désordre figé par le temps, sous une pile imposante de journaux jaunis et de dossiers apparemment oubliés, qu'un objet inattendu et singulier, une petite bosse dure et froide au toucher, allait non seulement briser la chape de silence et de résignation qui avait enveloppé cette histoire pendant plus d'une décennie et demie, mais aussi ouvrir une brèche vers une vérité bien plus sombre. Le bureau d'Antoine était resté une véritable capsule temporelle, un mausolée improvisé à sa mémoire, figé dans l'instant de son départ forcé. Chaque objet, chaque livre annoté, chaque note manuscrite laissée à la hâte, semblait raconter une histoire inachevée, suspendue dans l'air, attendant son retour improbable, pour en connaître le dénouement. La poussière, épaisse et tenace, recouvrait tout d'un voile grisâtre, témoignant des années d'inactivité, de l'absence de vie et de l'abandon. Chloé, les mains gantées de façon protectrice, progressait avec une précaution presque religieuse, comme si elle craignait de déranger le repos d'un esprit. Les rayons du soleil, filtrant avec difficulté à travers les stores à moitié fermés, dessinaient des arabesques lumineuses dans l'air saturé de particules, accentuant l'atmosphère de mystère et d'oubli qui imprégnait chaque recoin de la pièce. Elle se remémorait les rires francs d'Antoine, sa voix passionnée, son acharnement quasi obsessionnel à débusquer la vérité, un acharnement qui, murmuraient certains, l'avait peut-être conduit à sa perte. Chloé, elle-même une journaliste d'investigation respectée et reconnue pour sa ténacité, n'avait jamais vraiment abandonné l'espoir tenace de comprendre ce qui était réellement arrivé à Antoine. La police, après des mois d'enquête infructueuse, avait classé l'affaire il y a des années, faute de preuves tangibles, concluant à une disparition volontaire ou à un malheureux accident, des hypothèses qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, acceptées ni crues. Pour elle, Antoine N était pas le genre d'homme à évanouir dans la nature sans laisser la moindre trace, surtout pas en plein milieu d'une enquête aussi cruciale et potentiellement dangereuse. Nettoyer ce bureau, était aussi une manière de chercher, de sonder les recoins les plus sombres du passé pour y trouver la moindre étincelle, le moindre indice que d'autres, moins attachés ou moins perspicaces, auraient pu ignorer ou négliger. Chaque document qu'elle feuilletait, chaque tiroir qu'elle ouvrait, était une immersion douloureuse dans les fragments d'une vie brutalement interrompue, une vie entièrement dédiée à la révélation des plus sombres vérités. C'est en atteignant le fond d'une armoire métallique, dissimulée avec un soin presque suspect derrière une pile imposante de vieux annuaires téléphoniques jaunis et de boîtes de classement rouillées, que Chloé sentit quelque chose d'anormal, une anomalie dans ce désordre organisé. La boîte en carton d'apparence anodine et sans histoire, n'avait rien d'exceptionnel en soi, mais elle était étrangement lourde et compacte, comme si elle contenait un secret bien gardé, une charge invisible. Ses bords étaient usés par le temps, son couvercle presque scellé par la poussière accumulée et l'humidité des années. Une intuition glaciale, une sensation familière à tout bon enquêteur, ayant l'expérience des mystères non résolus, lui traversa l'esprit avec la rapidité d'un éclair. Elle hésita un instant, le cœur battant plus fort dans sa poitrine, avant de tendre la main pour s'en emparer. Cette boîte, oubliée là pendant si longtemps, semblait l'attendre, comme un messager silencieux et patient du passé, porteur d'une vérité que personne n'avait osé, ou voulu déterrer jusqu'à présent. Avec une délicatesse qui contrastait étrangement avec sa détermination habituelle et son caractère pragmatique, Chloé souleva le couvercle lourd de la boîte, libérant instantanément une odeur âcre de papier vieilli, de renfermé et de poussière. À l'intérieur, des notes désordonnées, des coupures de presse jaunies par le temps, et quelques lettres personnelles, formaient un fouillis témoignant de l'acharnement, et du travail acharné d'Antoine. Ses doigts effleurèrent des documents, reconnaissant immédiatement l'aile, écriture énergique et caractéristique de son ami sur des marges griffonnées à la hâte. Puis, au fond de la boîte, sous une couche de papier bulle jauni et froissé qui servait de protection, elle distingua une forme sombre et compacte, dont la silhouette ne correspondait à rien de ce qu'elle s'attendait à trouver. Ce n'était pas un simple carnet, ni un dictaphone. Était quelque chose de plus lourd, de plus tangible, une présence silencieuse qui irradiait une énergie presque palpable, une attente. La découverte la figea sur place, un pressentiment puissant s'emparant d'elle, avec une force inattendue. Elle sortit l'objet avec une infinie précaution,
comme s'il s'agissait d'une relique fragile. C était une caméra argentique, un modèle robuste et ancien de marque Leica, dont la finition métallique semblait toujours prête à fonctionner malgré les années. Le boîtier était froid au toucher, son objectif protégé par un capuchon opaque et légèrement rayé. La sangle en cuir, desséchée par le temps et l'inactivité, s'effritait légèrement entre ses doigts, laissant une fine poussière brune. Ce N n'était pas une caméra de reporter ordinaire, mais plutôt un appareil de collectionneur, un objet de passion qu'Antoine chérissait particulièrement, presque comme un membre de sa famille. Il l'avait toujours avec lui, disait-il, pour capturer l'instant vrai, celui que les mots ne peuvent entièrement décrire, celui qui ne ment jamais. L'idée qu'il ait pu l'abandonner de son plein gré, ou qu'elle ait pu rester là, inerte et cachée, pendant 15 ans, était inconcevable pour Chloé, connaissant l'homme. Cet appareil était une extension de son être, un témoin silencieux de ses enquêtes les plus risquées. En tenant cet appareil emblématique, Chloé sentit une vague d'émotions l'envahir, un mélange de tristesse et d'une détermination renouvelée. C était la caméra d'Antoine, sans l'ombre d'un doute, celle avec laquelle il avait immortalisé tant de moments, tant de vérités. Elle se souvenait de ses récits passionnés, de son obsession à documenter la vérité sous tous ses angles, souvent au péril de sa propre sécurité et de sa vie. Ses doigts glissèrent sur le bouton de déclenchement, une impulsion irrépressible la poussant à l'activer, à lui insuffler une nouvelle vie. La poussière S était accumulée dans les interstices les plus fins, mais l'objet, malgré les années, dégageait une aura de mystère, une promesse de révélations imminentes. Ce N n'était pas un simple souvenir poussiéreux. C était un fragment tangible de son ami disparu, un écho puissant de sa présence, un objet qui, elle le savait au plus profond d'elle-même, détenait une partie fondamentale de la vérité, sur ce qui lui était réellement arrivé, et sur son sort tragique. L'air dans le bureau sembla épaissir, chargé d'une tension nouvelle et palpable. La disparition d'Antoine en 1992, alors qu'il enquêtait férocement sur un réseau tentaculaire de corruption policière et de trafic de drogue à Lyon, avait secoué la rédaction et la ville entière jusqu'à ses fondations. Les rumeurs les plus folles avaient couru, les théories les plus macabres étaient multipliées, mais aucune explication concrète, aucune preuve irréfutable n'avait jamais émergé, laissant l'affaire dans une impasse frustrante. L'enquête avait été classée, laissant derrière elle un vide béant, et une multitude de questions lancinantes sans réponse. Pourquoi cette caméra, son précieux outil de travail, son prolongement, aurait-elle été abandonnée ici, cachée avec tant de soin, si Antoine avait simplement choisi de partir de son plein gré, comme l'avait suggéré la police? La logique de Chloé s'y refusait catégoriquement. Cet appareil était un testament silencieux, une capsule temporelle de ses dernières heures actives. Un dernier message crypté, qu'il avait laissé pour quiconque aurait le courage et la perspicacité de le découvrir et de le déchiffrer. Le cœur battant la chamade, résonnant fort dans le silence du bureau, Chloé tourna la caméra dans ses mains moites. Elle savait avec une certitude grandissante, qu'un film était probablement à l'intérieur, un rouleau de celluloïd imprégné des derniers instants de l'enquête d'Antoine, peut-être même du moment précis de sa capture ou de son sort. L'idée de ce qu'elle pourrait y découvrir, de ce qu'il avait pu capter avant de s'évanouir dans la nature sans laisser de traces, lui serrait la gorge, coupant sa respiration. La peur et l'excitation se mêlaient dans une danse vertigineuse et angoissante, une anticipation de l'inconnu. Chaque seconde qui passait sans qu'elle ne développe ce film était une torture psychologique insoutenable. Que contenaient ces clichés? Des visages inconnus? Des lieux sombres? Des preuves irréfutables? La réponse était enfermée dans cet objet de métal et de verre, attendant patiemment d'être libéré. Le véritable compte à rebours de cette histoire, celle de la quête de justice pour Antoine Moreau, venait tout juste de commencer, avec cette caméra comme unique guide. La caméra de Leica, lourde et silencieuse, était bien plus qu'un simple objet. Elle était un coffre-fort de secrets, une capsule temporelle de la vérité enfouie. Chloé, le cœur battant à tout rompre, savait ce qu'elle devait faire. Ses mains tremblantes glissèrent le rouleau de film argentique hors de son compartiment, avec une délicatesse quasi chirurgicale, comme si le moindre faux mouvement pouvait effacer 15 ans d'histoire. L'odeur du celluloïd vieilli flottait dans l'air, un parfum de nostalgie mêlé à une promesse d'horreur. Elle devait développer ce film, peu importe ce qu'il contenait, peu importe les fantômes qu'il risquait de réveiller. Chaque seconde passée sans connaître son contenu, était une torture, un poids insupportable sur ses épaules déjà accablées par le deuil et l'attente. Elle se précipita vers le laboratoire photo de la rédaction, un lieu rarement utilisé à l'EMSER, ère du numérique, mais qui, ce jour-là, allait devenir le théâtre d'une révélation glaçante. Dans l'obscurité quasi totale du laboratoire,
Seul le faible halo rouge de la lumière de sécurité éclairait la scène, transformant les contours familiers en ombres menaçantes. Le clapotis régulier des révélateurs chimiques dans les bacs résonnait comme un métronome macabre, scandant les battements frénétiques de son cœur. Chloé, experte en son domaine, manipula le film avec une concentration intense, ses gestes précis trahissant une nervosité sous-jacente. Chaque étape du processus, le développement, l'arrêt, le fixage, était une épreuve, une attente insoutenable. Elle imaginait les images, les visages, les lieux, se formant lentement sur le négatif, comme des apparitions spectrales, surgissant des profondeurs du passé. L'air était lourd, saturé de l'odeur piquante des produits chimiques et d'une tension palpable, une sensation que quelque chose d'irréversible était en train de se produire, une porte sur un abîme s'ouvrant inexorablement. Les premiers clichés, une fois sortis du fixage et accrochés pour sécher, étaient flous, presque indistincts, mais à mesure qu'ils prenaient forme, une réalité crue et glaçante commença à émerger. Il y avait des scènes de rue à Lyon, reconnaissables malgré le grain et les années, des façades d'immeubles haussmanniens, des ponts enjambant le Rhône, des marchés animés. Des instants volés à la vie quotidienne de 1992, figés dans le temps. Chloé les examinait avec une loupe, cherchant le moindre indice, la moindre anomalie. Elle se remémorait Antoine, son regard acéré, sa capacité unique à débusquer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ces images, au premier abord banales, portaient en elles la marque de son regard, sa signature, sa quête incessante de la vérité, même dans les détails les plus insignifiants. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce N était pas pour immortaliser le simple paysage urbain qu'Antoine avait risqué sa vie. Puis, la bascule. Au milieu d'une série de photos montrant un quai de déchargement anonyme près du port fluvial, un visage apparut. Un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais dont les traits épais et le regard froid étaient gravés dans sa mémoire collective. Était le loup, le trafiquant de drogue notoire dont le nom murmuré avait hanté les nuits lyonnaises de l'Aile, époque. Son cœur rata un battement, un frisson glacial parcourant sa colonne vertébrale. La photo le montrait en pleine discussion animée avec un homme dont le dos était tourné, une mallette posée à leurs pieds. La scène, bien que statique, était chargée d'une tension indicible, d'une transaction silencieuse et illicite. La présence du loup, capturée par l'objectif d'Antoine, confirmait les pires soupçons, et ouvrait la première brèche dans le mur du silence qui avait protégé ce criminel pendant tant d'années. L'horreur ne fit que s'intensifier avec les clichés suivants. Sur une autre photographie, prise sous un angle différent, le visage de l'homme de dos se révéla. Ses traits étaient nets, indéniables, son uniforme sombre et distinctif. Était un policier. Et pas n'importe lequel. Chloé reconnut plusieurs officiers de la brigade des stupéfiants. Des visages familiers des chroniques judiciaires de Long, époque, certains toujours en fonction, d'autres ayant pris leur retraite dans l'opulence. Ils se tenaient aux côtés du loup, non pas pour l'arrêter, mais pour collaborer, leurs expressions complices trahissant une entente tacite, un pacte scellé dans l'ombre. Le choc fut brutal, une vague de nausée la submergeant. Le pilier de la justice, corrompu, gangréné de l'intérieur. Antoine avait eu raison. Et il avait payé le prix fort pour cette vérité insupportable. Le coup de grâce vint avec une image d'une clarté effrayante. Au centre, sous un lampadaire grésillant se tenait un homme dont l'autorité et la prestance étaient évidentes, même sur un cliché vieilli. Le commissaire Philippe Mercier. Ses yeux, habituellement si perçants et autoritaires lors des conférences de presse, étaient ici empreints d'une étrange lueur de connivence, alors qu'il serrait la main du loup. Une poignée de main, un geste simple, mais qui scellait un destin, celui d'Antoine, et révélait loup, étendu d'une trahison insidieuse. Mercier, le visage impassible, semblait donner des instructions, son ombre se projetant longuement sur le sol humide, comme un présage funeste. La photo ne laissait aucune place au doute. Le pilier de l'ordre public, l'homme censé protéger les citoyens, était au cœur de la toile d'araignée qu'Antoine avait tenté de défaire. La trahison était personnelle, institutionnelle et profondément ancrée. Les images se succédaient, chacune plus accablante que la précédente. Des liasses de billets échangés discrètement dans l'habitacle d'une voiture de police banalisée. Des cartes de visite avec des numéros codés. Des rencontres nocturnes dans des arrière-salles de cafés miteux, où l'on pouvait apercevoir des visages de policiers et d'intermédiaires du trafic. Chaque détail, chaque ombre, chaque expression capturée par l'objectif d'Antoine était une preuve irréfutable, un témoignage silencieux de l'ampleur de la corruption qui rongeait les entrailles de Lyon. La saleté, la crasse, la complicité des regards. Ces photos étaient pas de simples clichés. Étaient des fragments d'une vérité brute, des éclats de lumière projetés sur des ténèbres soigneusement orchestrées. Elles hurlaient la trahison, la collusion, l'impunité, et surtout, le sacrifice d'un homme qui avait osé les exposer.
Chloé sentit une vague émotions contradictoires l'envahir. La colère, d'abord, brûlante et dévorante, contre ces hommes qui avaient bafoué leur serment et détruit la vie d'Antoine. La tristesse, profonde et lancinante, pour son ami, pour cette justice qu'il avait tant cherchée, et qui lui avait coûté si cher. Ses yeux se remplirent de larmes, brouillant les images devant elle, mais elle refusa de céder au désespoir. Au lieu de cela, une détermination féroce s'empara d'elle, plus forte que tout. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. Ce N était plus seulement une enquête. Était une vendetta personnelle, une promesse faite à un fantôme, une dette de sang à solder. Antoine avait commencé ce combat, et il était de son devoir, de son honneur, de le mener à son terme. Antoine, murmura-t-elle à voix basse, sa voix brisée par l'aile, émotion mais empreinte d'une nouvelle force, je te le promets. Cette promesse N n'était pas un vœu en l'air, était un engagement gravé dans Bam, une force motrice inébranlable. Elle posa délicatement les négatifs sur la table lumineuse, chaque image une pierre angulaire de cette nouvelle quête. Elle savait maintenant pourquoi Antoine avait disparu. Il n'avait pas fui, il n'avait pas eu d'accident. Il avait été réduit au silence, éliminé, parce qu'il s'approchait trop près de cette vérité dérangeante. Le silence de 15 ans N était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une conspiration bien orchestrée. Et ces photos, ces fragments de passé, étaient le hurlement silencieux d'Antoine, son dernier appel à la justice, sa main tendue depuis l'abîme. Le poids de cette découverte était immense, écrasant. Chloé savait que déterrer cette vérité allait la mettre en danger, potentiellement la confronter aux mêmes forces obscures qui avaient fait disparaître Antoine. Le réseau de corruption, s'il était aussi étendu que les photos le suggéraient, n'hésiterait pas à protéger ses secrets. Elle pouvait sentir les regards invisibles, les menaces latentes planant au-dessus d'elle, mais cela ne fit que renforcer sa résolution. La peur était présente, oui, une peur froide et viscérale, mais elle était éclipsée par la justice qu'elle devait à son ami. Elle était désormais la gardienne de la vérité d'Antoine, la seule capable de faire éclater au grand jour ce qui avait été si méticuleusement caché pendant si longtemps. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais elle ne reculerait devant rien. Ces photographies N étaient que le début. Elles étaient la pointe émergée d'un iceberg de corruption et de trahison. Un fil ténu menant à une toile beaucoup plus vaste et complexe. Antoine avait laissé derrière lui un héritage inestimable. Une carte au trésor macabre vers la vérité. Chloé savait que chaque cliché, chaque visage identifié, chaque lieu reconnaissable, était une pièce d'un puzzle mortel. La véritable enquête ne faisait que commencer, non pas sur la disparition d'un homme, mais sur son assassinat, sur les complices, sur les commanditaires. La promesse implicite était claire. La lumière serait faite sur les 15 années de silence, et la justice, même tardive, serait rendue à Antoine Moreau. Le monde allait enfin découvrir ce que Lyon avait si bien gardé secret. Antoine Moreau, le journaliste dont le nom résonnait encore dans les couloirs de la rédaction lyonnaise comme un écho lointain, était de ceux qui croyaient que la vérité, peu importe son coût, devait toujours éclater au grand jour. Était un idéaliste, un homme animé d'une passion dévorante pour l'investigation, dont la pugnacité et l'intégrité étaient légendaires parmi ses pairs. Disparu mystérieusement en 1992, il avait laissé derrière lui un vide abyssal, non seulement pour ses proches, mais aussi pour le journalisme d'investigation français. Sa disparition avait été un choc brutal, une onde de stupeur, qui était propagée bien au-delà des murs de la rédaction, plongeant la ville entière dans un mélange d'incrédulité et de spéculation macabre. Pour Chloé Dubois, sa collègue et amie proche, le souvenir d'Antoine était une blessure ouverte, une constante piqûre de rappel qu'une partie de l'histoire restait inachevée, suspendue dans un silence insupportable, attendant une résolution qui semblait ne jamais vouloir arriver. Aïe! Époque de sa disparition, Antoine Moreau était plongé corps et âme dans une enquête tentaculaire qui le menait droit au cœur d'un réseau de corruption policière, intimement lié au trafic de drogue, qui gangrenait les quartiers sombres de Lyon. Il traquait le loup, un baron de la drogue, dont l'impunité défiait toute logique, protégé par des forces de l'ordre qui avaient juré de servir et de protéger. Antoine avait l'intuition que cette affaire N était pas un simple fait divers, mais le révélateur d'une pourriture institutionnelle profonde, capable de miner les fondations mêmes de la justice. Ces dernières conversations étaient empreintes d'une tension palpable, de l'excitation de la découverte mêlée à la prudence, face à un danger grandissant. Il avait mentionné des rencontres secrètes, des documents compromettants, et des menaces voilées, des détails qui, avec le recul, prenaient une signification sinistre et prophétique, annonçant le drame imminent. Chloé Dubois,
malgré les années, n'avait jamais pu se résigner à l'explication officielle de la police, qui avait classé l'affaire comme une disparition volontaire, ou un accident. Elle connaissait Antoine, son intégrité inébranlable, son sens aigu du devoir. Il n'aurait jamais abandonné une enquête aussi cruciale, ni ses proches, sans laisser le moindre mot, le moindre signe. Pour elle, chaque jour passé sans nouvelles était une preuve supplémentaire qu'il avait été réduit au silence, victime de la vérité qu'il cherchait à débusquer. Son bureau, qui jouxtait celui d'Antoine, était devenu une sorte de mémorial silencieux, un rappel constant de l'absence, une cicatrice invisible dans le tissu de la rédaction. La douleur de la perte se mêlait à une frustration tenace, une rage sourde contre un système qui avait échoué à protéger l'un des siens, et peut-être même à le trahir. Pendant 15 longues années, le bureau d'Antoine était resté intouché, un vestige figé dans le temps, tel un mausolée improvisé à sa mémoire. La poussière était accumulée, recouvrant chaque objet, chaque dossier, d'un voile grisâtre qui témoignait du passage inexorable des saisons et de l'oubli relatif des hommes. Le bourdonnement constant des claviers, jadis animé par le dynamisme d'Antoine, semblait désormais atténué, presque respectueux du silence qui régnait autour de cet espace sacré. Les collègues passaient, certains avec un regard de pitié, d'autres avec l'indifférence du temps qui passe, mais Chloé, elle, ressentait toujours la présence fantomatique de son ami. Était une capsule temporelle, un fragment d'une vie interrompue, où chaque note manuscrite, chaque livre annoté, chaque objet personnel, semblait attendre le retour de son propriétaire, un retour qui n'arriverait jamais. Sophie Moreau, la sœur cadette d'Antoine, portait elle aussi le fardeau de cette absence, une douleur sourde et persistante qui ne était jamais estompée. Plus jeune que son frère, elle l'admirait profondément, le voyant comme un protecteur, un modèle de courage et d'intégrité. Elle avait refusé d'accepter sa disparition comme une fatalité, s'accrochant à l'espoir tenace qu'il réapparaîtrait un jour, ou que la vérité sur son sort serait enfin révélée. Pour Sophie, maintenir la mémoire d'Antoine vivante était une mission sacrée, un acte de résistance contre l'oubli et l'injustice. Elle gardait précieusement ses affaires, feuilletait ses vieux carnets, cherchant le moindre indice, le moindre signe, qui aurait pu échapper aux enquêteurs. Sa quête de vérité était un ancrage émotionnel, une manière de ne pas laisser son frère sombrer, dans l'anonymat des disparus, un cri silencieux contre le silence assourdissant. L'enquête initiale de la police, menée à la hâte et sans réelle conviction après les premiers mois, avait rapidement tourné court. Malgré les efforts déployés au début, les pistes étaient évanouies, les témoignages étaient restés vagues, et aucune preuve tangible n'avait pu étayer une théorie concrète. La pression médiatique était estompée, et l'affaire avait été classée, faute d'éléments nouveaux, sous la catégorie frustrante des disparitions inquiétantes. Cette décision avait été un coup de massue pour Chloé et Sophie, qui avaient perçu cette conclusion comme un aveu d'impuissance, voire de complaisance. Pour elles, l'idée qu'Antoine ait pu disparaître sans laisser de traces, en plein milieu d'une enquête aussi sensible, relevait de l'absurdité. Le classement de l'affaire avait non seulement officialisé l'impunité, mais avait aussi alimenté le sentiment que quelque chose de bien plus sombre et de plus profond était à l'œuvre. Lyon, ville de lumière et de secrets, était aussi un terreau fertile pour les réseaux souterrains, où les rumeurs de corruption et de trafic couraient comme des murmures dans la pénombre des ruelles. Antoine Moreau avait eu le courage de plonger dans cet abîme, de s'attaquer à des figures intouchables, des hommes de pouvoir dont l'influence étendait bien au-delà des sphères criminelles. Il était mis à dos des individus prêts à tout, pour protéger leurs empires illicites et leurs réputations immaculées. La ville elle-même semblait avoir avalé Antoine tout entier, le cachant dans ses replis, le réduisant au silence pour préserver son équilibre précaire. Le climat était lourd de non-dits, de peurs latentes, d'une conscience collective que certains pans de la réalité lyonnaise étaient mieux laissés dans l'ombre, loin des regards indiscrets et des plumes acérées des journalistes intègres. C'est dans ce contexte de résignation collective et de douleur personnelle que Chloé, 15 ans plus tard, se retrouvait face à la tâche ingrate de vider le bureau d'Antoine. Ce n'était pas un simple nettoyage, mais un pèlerinage douloureux dans le passé, une ultime tentative de sonder les profondeurs de cette énigme. Elle cherchait, sans vraiment y croire, un fragment d'espoir, un signe, la moindre étincelle qui pourrait réveiller les fantômes de cette affaire. La découverte de la caméra cachée, l'objet déclencheur inattendu, n'était pas le fruit du hasard, mais la convergence du destin et de sa persévérance. Était le point de départ d'une quête inévitable, le moment où la vérité, patiemment conservée dans le métal et le verre, allait enfin pouvoir briser le silence de 15 ans, révélant le prix terrible qu'Antoine avait payé pour sa quête de justice. Antoine Moreau, le journaliste dont la ténacité était presque légendaire,
ne voyait pas son travail comme une simple profession, mais comme une croisade personnelle pour la vérité. En 1992, son enquête sur le loup N était pas un dossier parmi d'autres. Était la quête de sa vie, une plongée audacieuse dans les entrailles corrompues de Lyon. Il avait l'intime conviction que ce réseau de trafic de drogue était protégé par des forces insoupçonnées, des hommes en uniforme dont la loyauté était à vendre. Chaque soir il rentrait chez lui, son carnet rempli de notes cryptiques, son esprit hanté par les visages qu'il avait croisés dans l'ombre. Le danger planait, une menace diffuse mais palpable, se manifestant par des regards insistants dans la rue, ou des bruits suspects devant sa porte. Il savait qu'il touchait à quelque chose de grand, de dangereux, et cette certitude le poussait toujours plus loin, au-delà de la prudence. Chloé Dubois, sa collègue et confidente, avait été aux premières loges de cette obsession grandissante. Leur relation dépassait le cadre professionnel. Ils étaient liés par une même éthique, une soif inextinguible de justice. Elle se souvenait des longues discussions tard le soir, des tasses de café froid sur le bureau, des cartes de Lyon épinglées au mur, constellées de cercles rouges et de flèches. Chloé avait perçu la tension croissante chez Antoine, un mélange d'excitation fiévreuse et d'une fatigue profonde. Il lui avait confié ses doutes sur l'intégrité de certains officiers, des murmures à peine audibles, qui résonnaient désormais comme des avertissements sinistres. Elle le regardait s'enfoncer toujours plus profondément dans l'abîme, sentant, avec une angoisse sourde, que cette quête risquait de le consumer entièrement, de le faire basculer dans une obscurité dont il ne pourrait revenir. Sophie Moreau, la sœur cadette d'Antoine, vivait dans l'admiration inconditionnelle de son grand frère, ce héros des temps modernes, qui osait défier les puissants. Pour elle, Antoine était bien plus qu'un journaliste. Il était son protecteur, son modèle, l'incarnation de la droiture et du courage. Sa disparition avait déchiré le tissu de sa vie, la laissant dans un état de deuil suspendu, incapable de faire son deuil sans savoir. Chaque anniversaire, chaque fête de famille était une piqûre de rappel de son absence, un siège vide à la table. Sophie s'accrochait à chaque souvenir, chaque anecdote, tissant une toile de mémoire pour maintenir vivante la flamme de son frère. Elle refusait de croire à un départ volontaire, à un accident, son intuition de sœur lui hurlant que quelque chose de bien plus sombre était produit. Une injustice criante, qui exigeait réparation. Lyon, en 1992, était une ville aux multiples facettes, capitale de la gastronomie et de la soie, mais aussi un carrefour discret, pour des activités moins avouables. Ses traboules mystérieuses, ses quais sombres le long du Rhône, ses quartiers populaires, offraient un terrain de jeu idéal pour les trafiquants et les corrompus. Antoine avait appris à lire entre les lignes de cette cité, à débusquer les murmures discrets de l'illégalité derrière la façade respectable. Le loup avait prospéré dans ce climat, bâtissant son empire sur l'argent sale, la violence et, surtout, la complicité silencieuse de certains représentants de l'ordre. La ville elle-même semblait avoir une mémoire, un secret collectif, une ombre persistante que seuls les plus audacieux, comme Antoine, osaient tenter de percer, au risque de se perdre dans ses profondeurs. Le commissaire Philippe Mercier, figure publique respectée et apparemment intègre, incarnait pour beaucoup l'autorité et la rigueur de la police lyonnaise. Ses apparitions médiatiques étaient toujours impeccables, ses déclarations rassurantes, son visage serein. Pourtant, Antoine avait développé une méfiance grandissante envers cet homme, une intuition journalistique aiguisée par des années d'expérience. Des sources anonymes, des coïncidences troublantes, des informations contradictoires, avaient commencé à dessiner un portrait bien moins reluisant du commissaire. Antoine sentait que Mercier était plus qu'un simple observateur passif de la corruption. Il était une pièce maîtresse, un architecte silencieux de l'impunité du loup. Cette divergence entre l'image publique et la réalité sous-jacente ajoutait une couche de danger supplémentaire à l'enquête d'Antoine, car s'attaquer à Mercier, était s'attaquer à une icône intouchable. Le loup, quant à lui, était un nom chuchoté avec crainte dans les bas-fonds de Lyon, une légende urbaine vivante, dont la cruauté et l'ingéniosité étaient inégalées. Ses opérations de trafic de drogue étaient d'une efficacité redoutable, son réseau étendant bien au-delà des frontières de la ville. Malgré les efforts répétés des brigades spécialisées, il parvenait toujours à échapper aux mailles du filet, comme s'il possédait une longueur d'avance, une information privilégiée sur chaque mouvement policier. Cette impunité flagrante était la première alerte pour Antoine, le signe évident que, le loup, bénéficiait de protection haut placée. Il n'était pas un simple criminel de rue, mais le visage d'un système corrompu, un symptôme de la maladie qui rongeait la justice, et Antoine était déterminé à extirper cette tumeur, quel qu'en soit le prix personnel. Au sein de la rédaction, l'atmosphère était un mélange complexe d'admiration pour le courage d'Antoine, et d'une inquiétude grandissante. Certains le mettaient en garde,
lui conseillant la prudence, de ne pas aller trop loin, de ne pas se brûler les ailes à vouloir démasquer des forces trop puissantes. Mais Antoine était inébranlable, sa quête de vérité une force qui le transcendait. Il avait le soutien indéfectible de quelques collègues, dont Chloé, qui croyait en sa vision et en l'importance de son travail. Pourtant, un sentiment de malaise général planait, une intuition collective que cette affaire allait au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer, que les enjeux étaient immenses. Les derniers jours avant sa disparition, il était devenu plus secret, plus précautionneux, comme s'il sentait que l'eau, étau se resserrait, que la ligne entre la révélation et le danger s'amincissait dangereusement. Ainsi en 1992, la scène était prête pour le drame. Antoine Moreau, armé de sa persévérance et de sa caméra argentique, s'apprêtait à dévoiler une vérité explosive qui menaçait de faire écrouler des carrières et des réputations. Face à lui, un réseau de corruption ancré, protégé par des figures respectées comme le commissaire Mercier, et incarné par la cruauté du loup. La ville de Lyon, silencieuse et complice, allait être le théâtre d'une confrontation inévitable entre la lumière de la vérité et les ténèbres de l'impunité. Personne ne se doutait alors que cette quête de justice allait coûter la vie à Antoine, et que son sacrifice resterait un mystère pendant 15 longues années, attendant patiemment être exhumé par une amie fidèle et une caméra silencieuse, témoin ultime de son combat héroïque. Chloé, les mains encore tremblantes, sortit les premières épreuves du bain fixateur, leur surface humide reflétant la faible lueur rouge du laboratoire. Le grain épais des clichés argentiques ne masquait en rien la vérité brutale qui s'y imprimait. Sur l'une d'elles, prise avec une discrétion remarquable, le loup apparaissait distinctement, son visage dur, et ses yeux perçants reconnaissables malgré les années. Il se tenait sur un quai de déchargement anonyme, la silhouette d'un entrepôt en briques rouges se découpant derrière lui, sous un ciel lyonnais gris et menaçant de 1992. À ses côtés un homme dont le dos était tourné, une mallette sombre posée au sol, scellait une transaction silencieuse et illicite. Le cliché était un coup de poing à l'estomac pour Chloé, confirmant les pires soupçons d'Antoine, mais aussi l'ampleur du danger qu'il avait affronté. La peur et une colère froide commençaient à s'entremêler dans son cœur, transformant le chagrin en une détermination nouvelle. Le souffle coupé, Chloé passa au cliché suivant, le cœur battant à tout rompre. L'angle de prise de vue avait changé, révélant cette fois le visage de l'homme qui se tenait aux côtés du loup. L'uniforme, sombre et distinctif, ne laissait aucune place au doute. Était un policier. Ses traits, bien que légèrement flous par le mouvement, étaient gravés dans sa mémoire collective. Elle reconnut plusieurs officiers de la brigade des stupéfiants, des visages familiers des chroniques judiciaires de l'Èche. Époque, certains toujours en fonction, d'autres ayant pris leur retraite dans une opulence suspecte. Ils ne se tenaient pas là pour arrêter le loup, mais pour collaborer, leurs expressions complices trahissant une entente tacite, un pacte scellé dans l'ombre et l'illégalité. Le choc fut brutal, une vague de nausée la submergeant, le pilier de la justice, corrompu, gangréné de l'intérieur. Antoine avait eu raison. Et il avait payé le prix fort pour cette vérité insupportable, pour avoir osé braquer son objectif sur l'impensable. Le coup de grâce vint avec une image d'une clarté effrayante, qui semblait défier les 15 années passées. Au centre, sous un lampadaire grésillant projetant une lumière blafarde sur un quai humide, se tenait un homme dont l'autorité et la prestance étaient évidentes, le commissaire Philippe Mercier. Ses yeux, habituellement si perçants et autoritaires lors des conférences de presse officielles, étaient ici empreints d'une étrange lueur de connivence, alors qu'il serrait la main du loup. Une poignée de main, un geste simple, mais qui scellait un destin, celui d'Antoine, et révélait l'étendue d'une trahison insidieuse au plus haut niveau de l'institution. Mercier, le visage impassible, semblait donner des instructions, son ombre se projetant longuement sur le sol, comme un présage funeste d'un crime à venir. La photo ne laissait aucune place au doute. L'homme censé protéger les citoyens était au cœur de la toile d'araignée qu'Antoine avait tenté de défaire, trahissant son serment et la confiance publique. Les images se succédaient, chacune plus accablante que la précédente, composant une fresque macabre de la corruption lyonnaise. Des liasses de billets, soigneusement dissimulés dans des sacs en plastique, étaient échangés discrètement dans l'habitacle sombre d'une voiture de police banalisée, son gyrophare éteint, comme un œil aveugle sur l'illégalité. Des cartes de visite avec des numéros codés et des symboles énigmatiques gisaient sur une table de café miteux, à côté de tasses vides et de mégots. Des rencontres nocturnes dans des arrière-salles enfumées, où l'on pouvait apercevoir des visages de policiers et d'intermédiaires du trafic, leurs expressions complices éclairées par la lueur des cigarettes. Chaque détail, chaque ombre, chaque expression capturée par l'objectif d'Antoine était une preuve irréfutable, un témoignage silencieux de l'ampleur de la corruption qui rongeait les entrailles de Lyon. La saleté, la crasse morale, la complicité des regards.
Ces photos N étaient pas de simples clichés. C étaient des fragments d'une vérité brute, des éclats de lumière projetés sur des ténèbres soigneusement orchestrées pour durer. Chloé sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir, une tempête intérieure où la douleur et la colère se disputaient le terrain. La colère d'abord, brûlante et dévorante, contre ces hommes qui avaient bafoué leur serment, détruit la vie d'Antoine, et souillé l'idéal de justice. La tristesse, profonde et lancinante, pour son ami, pour cette vérité qu'il avait tant cherchée et qui lui avait coûté si cher, un sacrifice oublié pendant 15 ans. Ses yeux se remplirent de larmes, brouillant les images devant elle, mais elle refusa de céder au désespoir. Au lieu de cela, une détermination féroce s'empara d'elle, plus forte que toute peur ou tout chagrin. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains, sentant le métal froid de la caméra dans l'autre, comme un talisman. Ce N était plus seulement une enquête journalistique. C était une vendetta personnelle, une promesse faite à un fantôme, une dette de sang à solder. Antoine avait commencé ce combat, et il était de son devoir, de son honneur, de le mener à son terme, quoi qu'il en coûte. Avec une précision chirurgicale, Chloé sortit les négatifs des bacs de développement, les rinça abondamment, puis les accrocha délicatement pour sécher. Chaque bande de film, chaque carré de celluloïd, était traité avec une révérence presque religieuse, comme des parchemins anciens porteurs d'une prophétie funeste. Elle savait que la fragilité de ces preuves, vieilles de 15 ans, exigeait une manipulation experte. Le laboratoire photo, baigné de la faible lumière rouge, devint son sanctuaire, un lieu où le passé et le présent se rencontraient dans un silence presque sacré. Elle prit des notes méticuleuses, numérotant chaque cliché, identifiant les visages, les lieux, les dates approximatives, grâce aux détails vestimentaires ou aux affiches murales. Ce travail méthodique, froid et factuel, était une manière de canaliser son émotion brute, de transformer sa rage en une force organisée, prête à frapper. Le temps était une donnée cruciale. 1992, l'année de la disparition d'Antoine, figé dans ses images, attendant sa libération en 2007. Au milieu de cette série accablante, un cliché en particulier retint l'attention de Chloé, une anomalie qui brisait la séquence des transactions illicites. La photo était plus sombre, prise de nuit, et montrait un détail incongru en arrière-plan d'une scène de rencontre entre Mercier et Leloup. Ce N était pas une rue ou un quai, mais un jardin, éclairé par la lueur d'une fenêtre. Un rosier taillé avec une précision quasi obsessionnelle, s'y distinguait clairement, flanqué d'un petit gnome de jardin en terre cuite, légèrement ébréché. Un détail anodin pour la plupart, mais pour Chloé, C était une signature, une empreinte. Elle se souvint d'une conversation avec Antoine, il y a des années, où il avait mentionné avec dérision le goût kitsch de Mercier pour les nains de jardin. Ce cliché ne montrait pas directement la corruption, mais il ancrait les coupables dans un lieu personnel, intime, bien loin des ruelles sombres. C était un indice subtil, un murmure du passé, reliant l'institutionnel au privé. Le rosier et le gnome. Un code visuel, un message crypté laissé par Antoine. La maison de Philippe Mercier. Chloé réalisa l'implication terrifiante de ce détail. Si le commissaire avait été photographié en pleine transaction illicite avec Leloup dans son propre jardin, cela signifiait que son implication était bien plus profonde et personnelle que ce qu'elle aurait pu imaginer. Il ne s'agissait plus seulement de collusion ou de protection. C était une participation active, une trahison intime. Les photos des échanges d'argent et des rencontres secrètes prenaient une dimension encore plus sinistre. Pourquoi Antoine aurait-il risqué une telle proximité, s'introduisant peut-être sur une propriété privée, pour obtenir ce cliché si décisif? Quel secret encore plus sombre se cachait derrière ces rosiers et ce gnome? La découverte de cette image, ancrant la corruption dans le domaine privé d'une figure publique, ouvrait une voie inattendue, une piste glaciale qui menait directement au cœur du danger. La véritable chasse était lancée, et cette fois, Chloé ne serait pas seule. Chloé sentit le froid de l'acier de la caméra se mêler à la chaleur de sa propre main, comme un transfert d'énergie, de vérité. Le cliché du rosier méticuleusement taillé, et du gnome ébréché dans l'arrière-plan de la rencontre entre Mercier et Leloup, lui vrillait l'esprit, une évidence glaçante. Ce N était pas un simple décor urbain, une rue anonyme de Lyon. C était une signature, un aveu silencieux laissé par Antoine, un détail intime et pourtant si public, pour quiconque connaissait les excentricités du commissaire. Elle se souvenait de la moquerie affectueuse d'Antoine à propos de cette « touche personnelle » que Mercier apportait à son jardin. Une image prise depuis l'ombre, depuis une position de guet, révélant la trahison non plus dans l'anonymat des quais, mais au cœur même du foyer d'un homme de loi.
La menace prenait une dimension personnelle, terrifiante, et la conviction d'Antoine se muait en une brûlante certitude pour Chloé. Elle, émotion céda la place à une rigueur journalistique implacable. Chloé se lança dans une vérification méthodique, fouillant les archives cadastrales de la ville de Lyon, croisant les informations des anciens annuaires téléphoniques de 1992 avec les registres de propriété. Le nom de Philippe Mercier, commissaire de police, apparut sans surprise, associé à une adresse précise dans le 6e arrondissement, un quartier résidentiel réputé pour son calme et sa discrétion. Les photos du rosier et du gnome, désormais agrandies et analysées avec une loupe, correspondaient parfaitement aux descriptions des lieux, aux rares clichés de la propriété, que l'on pouvait trouver dans d'anciens articles de presse. Chaque détail, chaque ombre projetée sur le mur de briques, renforçait la certitude. Antoine avait photographié la corruption au domicile même de son architecte. Un acte d'une audace folle et d'une détermination sans faille, scellant son propre destin dans l'objectif, mais aussi la destinée de cette vérité enfin révélée. Une angoisse sourde lui serrait la gorge, un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. La gravité de la situation était palpable, le danger imminent. S'attaquer à un commissaire de police en exercice à Zelle, époque des faits, même à la retraite depuis quelques années en 2007, était défier une institution entière, risquer de réveiller des forces obscures qui n'avaient pas hésité à faire disparaître Antoine 15 ans plus tôt. La peur était réelle, la tentation de laisser tomber, de se protéger, effleurait son esprit avec une insistance malsaine. Mais les visages d'Antoine, de sa sœur Sophie, les images de la corruption qui défilaient dans son esprit, se bousculaient dans sa mémoire, alimentant une flamme de justice indomptable. Elle ne pouvait pas reculer. Porter cette vérité au grand jour était plus une option, mais une obligation morale, un serment silencieux fait à l'homme qu'elle admirait tant. Son devoir était clair, elle devait trouver un allié, quelqu'un au sein même du système capable d'écouter, de croire et d'agir. La recherche d'un allié la mena vers l'inspecteur principal Thomas Lefebvre, chef des affaires internes, un homme dont la réputation d'intégrité était solide, bien que son approche fût réputée prudente, voire sceptique. Chloé arrangea une rencontre discrète, loin des murs de la rédaction, dans un petit café du Vieux-Lyon, à l'abri des regards indiscrets et des oreilles curieuses. La tension était palpable, chaque mot pesé, chaque geste contrôlé. Lefebvre, le visage fermé et les yeux perçants, Belle, écouta avec une attention mesurée, son scepticisme initial évident face à une histoire de vieilles photos et de fantômes du passé, surtout quand elle touchait un ancien commissaire respecté, et apparemment intouchable. Il lui fallut toute la force de conviction de Chloé, sa voix emplie d'une émotion contenue et d'une détermination sans faille, pour briser cette première barrière et lui faire comprendre que ce « était pas une lubie, mais une vérité explosive, patiemment conservée. Avec une main tremblante mais ferme, Chloé déplia les agrandissements des clichés devant lui, les étalant sur la petite table en bois du café. Chaque photo était une flèche acérée, pointant vers la évidence. Le loup, puis les officiers corrompus masqués par l'ombre, et enfin, le commissaire Mercier serrant la main du trafiquant, le tout dans le jardin personnel de Mercier, avec ce rosier et ce gnome en terre cuite, comme des témoins silencieux d'une trahison. Elle expliqua la provenance de la caméra, son histoire, le sacrifice d'Antoine, son ami. Elle insista sur les détails temporels, les uniformes, les affiches urbaines reconnaissables, preuves irréfutables que ces événements étaient déroulés en 1992, l'année de la disparition d'Antoine Moreau. Lefebvre étudia les images avec une concentration intense, son expression passant du scepticisme à une incrédulité grandissante, puis à une froide détermination, le poids des preuves étant désormais indéniable et écrasant. Le silence dans le café devint assourdissant, rompu seulement par le bruit des tasses et les murmures lointains des autres clients. Lefebvre, un homme d'expérience, savait reconnaître la vérité quand elle le frappait de plein fouet, même si elle était déguisée par 15 années de silence. La réputation d'Antoine Moreau, le journaliste idéaliste et intègre, résonnait encore dans les annales de la profession. Les photos étaient d'une clarté déroutante, une fenêtre ouverte sur un passé soigneusement enterré, une histoire que personne n'avait osé déterrer. Il hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur le visage impassible de Mercier sur le cliché. « C'est une affaire grave, Madame Dubois, déclara-t-il, sa voix grave et lourde de conséquences. Une affaire qui pourrait ébranler les fondations de notre institution, de notre justice. » Il promit d'agir, de lancer les procédures officielles pour obtenir un mandat de perquisition, un acte audacieux qui allait confronter directement le passé au présent, la justice à la corruption, au risque de tout faire exploser. La machine judiciaire se mit en marche, lentement mais inexorablement, sous l'impulsion de l'inspecteur Lefebvre.
Avec le soutien discret de quelques éléments intègres des affaires internes, il présenta les preuves au procureur. La nature explosive de l'affaire, impliquant un ancien haut gradé de la police, exigeait une prudence extrême et une discrétion absolue. Le dossier fut monté avec une minutie chirurgicale, chaque photo légendée, chaque détail factuel vérifié et contresigné, chaque témoignage potentiel envisagé. Le cliché du jardin de Mercier, avec ses éléments distinctifs, le rosier et le gnome, fut la pièce maîtresse, l'ancrage spatial irréfutable qui justifiait la demande de perquisition. Après des heures de délibération, face à l'irréfutabilité des preuves, et à la gravité des accusations, le mandat fut délivré. Une autorisation officielle pour fouiller la propriété du commissaire Philippe Mercier, soupçonné d'implication dans la disparition d'Antoine Moreau et de corruption. Le mandat de perquisition, un simple document officiel, représentait un séisme imminent. Chloé et Lefebvre le tenaient entre leurs mains, un mélange d'appréhension nerveuse et d'une détermination farouche à aller jusqu'au bout. Ils savaient que cette action allait déclencher une réaction en chaîne, lever le voile sur 15 ans de silence, de complicité et de trahison. Le jardin du commissaire Mercier, ce lieu intime et apparemment anodin, était sur le point de révéler ses secrets les plus sombres, ceux qu'il avait cru enterrés à jamais. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité, comme avant un orage. Qu'allait-il trouver sous ce rosier méticuleusement entretenu, à côté de ce gnome de jardin silencieux qui avait observé tant de choses, sans jamais rien dire? La réponse, aussi terrifiante soit-elle, était désormais à portée de main, et le monde allait enfin la découvrir. Ce qu'ils allaient découvrir ensuite changerait tout. La lumière blafarde de l'aube lyonnaise perçait à travers les nuages bas, projetant des ombres longues et déformées sur la façade cossue de la résidence du commissaire Philippe Mercier, dans le 6e arrondissement. L'air était froid, lourd d'humidité, et le silence de la rue résidentielle était seulement rompu par le bruissement discret des pneus d'un fourgon banalisé des affaires internes. Chloé, le cœur battant à tout rompre, observait depuis la voiture de Lefebvre, serrant sa caméra Leica comme un bouclier, un porte-bonheur. Le mandat de perquisition, un document officiel et froid, était la clé qui allait ouvrir la porte de ce passé enfoui. Les équipes d'enquêteurs, discrètes mais efficaces, déployaient leur matériel, leurs pelles et leurs détecteurs de métaux, se préparant à sonder chaque recoin du jardin, cet espace intime et apparemment anodin, qui avait été le témoin silencieux d'un crime terrible. La tension était palpable, chaque seconde étirant, chargée d'une attente angoissante, tandis que l'histoire d'Antoine Moreau s'apprêtait à basculer du mystère à l'horreur concrète. Les pas feutrés des enquêteurs résonnaient sur l'herbe humide du jardin de Mercier, un lieu de villégiature transformé en scène de crime potentiel. Le rosier, méticuleusement taillé, se dressait, ses épines semblant défier les intrus tandis que le petit gnome de jardin, ébréché et impassible, semblait observer la scène avec une neutralité troublante. Les détecteurs de métaux balayaient le sol avec un bip régulier, sondant la terre meuble, la couche d'humus accumulée au fil des saisons. Chloé, les mains jointes, priait silencieusement pour qu'Antoine y repose en paix, mais aussi pour que sa vérité éclate enfin. La terre, gardienne de secrets, était sur le point de livrer son terrible fardeau, de révéler ce qu'elle avait dissimulé avec tant de patience et d'indifférence pendant 15 longues années. L'odeur de la terre mouillée, mêlée à celle des roses fanées, créait une atmosphère étrange, entre la beauté trompeuse et la promesse d'une révélation macabre. Soudain, le bip aigu d'un détecteur se fit plus insistant, plus précis, au pied du rosier, juste à côté du gnome silencieux. Un frisson parcourut l'échine de Chloé. Les enquêteurs commencèrent à creuser avec une précaution méticuleuse, leurs gestes lents et mesurés, comme s'ils déterraient une relique sacrée. La terre était lourde, compacte, gorgée d'eau, mais ils persistaient, guidés par l'espoir et la certitude. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, une forme sombre apparut, puis une autre, distincte, dans la boue. Un os. Puis un fragment de tissu, décoloré par le temps mais reconnaissable. Des restes humains. Le souffle coupé, Chloé sentit ses jambes flageoler. Sa gorge se nouait. Le corps d'Antoine Moreau, ou du moins ce qu'il en restait, gisait là, sous le rosier de son assassin, une victime silencieuse de la corruption qu'il avait osé dénoncer. Le silence du jardin fut brisé par un cri étouffé, celui de la vérité qui éclatait enfin. La découverte des restes d'Antoine fut un coup de massue, une confirmation glaçante des pires craintes de Chloé et de Sophie. La douleur de la perte se mêlait à une rage sourde, une soif de justice inextinguible. Le docteur Léa Bernard, experte légiste renommée, fut dépêchée sur place. Ses gestes, précis et respectueux, transformèrent la scène en un tableau scientifique, où chaque fragment,
Chaque parcelle de terre était une pièce du puzzle. Elle préleva des échantillons, documenta la position des ossements, cherchant la moindre indication sur la cause de la mort, sur les circonstances du crime. Le travail était méticuleux, lent, sous la surveillance attentive de Lefebvre, dont le visage était désormais marqué par une gravité implacable. La présence d'Antoine, 15 ans après, était enfin attestée, non pas par une disparition, mais par un assassinat, une mise en scène macabre pour effacer toute trace de sa vérité. Le commissaire Philippe Mercier, interpellé sur place, avait d'abord nié en bloc, son visage impassible trahissant à peine une légère irritation. Une erreur, une machination, avait-il murmuré, ses yeux froids balayant les enquêteurs avec mépris. Mais les preuves s'accumulaient, irréfutables, le corps d'Antoine dans son propre jardin, les photos de la caméra Leica le montrant en pleine transaction, avec le loup au même endroit, le rosier et le gnome, des témoins muets d'une trahison insidieuse. Lefebvre, inflexible, ne céda pas aux tentatives d'intimidation ou de diversion de l'ancien commissaire. Il le confronta avec les faits bruts, les dates, les lieux, les visages. La façade de respectabilité de Mercier commençait à se fissurer, révélant la pourriture sous-jacente. L'interrogatoire, tendu et sans concession, était le premier pas vers la révélation d'une vérité bien plus vaste que le simple meurtre d'un journaliste. Pendant ce temps, au laboratoire de la police scientifique, l'examen approfondi de la caméra Leica d'Antoine révéla un détail inattendu. Sous le compartiment du film, dissimulé par un mécanisme ingénieux et presque imperceptible, se trouvait un double fond. L'objet, déjà une pièce maîtresse de l'enquête, se transformait en véritable coffre-fort de secrets. L'excitation, mêlée à une appréhension palpable, saisit le technicien. Qu'avait Antoine dissimulé avec autant de soin dans cet objet qu'il chérissait tant ? Un micro-cliffhanger se dessinait, promettant une nouvelle vague de révélations. La caméra N était pas seulement un témoin visuel. Elle était devenue un messager silencieux, un complice posthume, portant en elle la clé d'une conspiration encore plus profonde, d'un réseau dont les ramifications étendaient bien au-delà de ce que Chloé et Lefebvre avaient imaginé, même après la découverte du corps d'Antoine. À l'intérieur du double fond, le technicien découvrit un microfilm et un carnet miniature, reliés par une fine ficelle. Le carnet, aux pages jaunies et à sel, écriture minuscule et cryptée, était un journal de bord détaillé des dernières semaines d'Antoine. Il y avait des noms, des dates, des lieux, des montants en francs. Des transactions, des rendez-vous secrets, des numéros de téléphone codés. Et, plus accablant encore, une liste de noms, certains accompagnés de surnoms, tous liés à des figures de l'administration lyonnaise, des policiers de haut rang, des magistrats, et même des personnalités politiques locales. Le microfilm contenait des documents scannés, des relevés bancaires douteux, des ordres de virement, des contrats bidons. Ce N était plus seulement un réseau de corruption, C était une véritable organisation, une toile d'araignée, tissée avec une minutie effrayante, protégeant le loup, et ses activités illicites au plus haut niveau. La lecture du carnet et l'analyse du microfilm firent l'effet d'une bombe. Le nom du commissaire Philippe Mercier apparaissait à de multiples reprises, non seulement comme un complice, mais comme un architecte clé de ce système. Les montants mentionnés étaient astronomiques, témoignant de l'ampleur du trafic et du prix de l'impunité. Mais ce qui glaça le sang de Lefebvre fut la découverte de noms insoupçonnés, des figures respectées de la justice et de la politique lyonnaise, dont l'implication aurait pu ébranler la confiance publique dans l'ensemble des institutions. L'enquête sur la disparition d'Antoine Moreau venait de se transformer en une vaste opération de démantèlement d'une conspiration des États locaux. Les enjeux étaient démesurés, le danger immense. La vérité d'Antoine, patiemment conservée, menaçait de faire écrouler des empires, de révéler une pourriture qui avait gangréné la ville de Lyon pendant des décennies. Lefebvre, un homme d'une intégrité reconnue, se retrouva face à un dilemme moral et professionnel colossal. Dénoncer cette conspiration signifiait s'attaquer à ses propres supérieurs, risquer sa carrière, et potentiellement sa vie. Les menaces, d'abord voilées, devinrent plus directes. Des appels anonymes, des fichiers informatiques corrompus, des pressions silencieuses pour étouffer l'affaire. Chloé, elle aussi sentit le poids de cette escalade. Sa voiture fut forcée, des documents disparaissaient de son bureau. Mais le souvenir d'Antoine, son sacrifice, était une force motrice inébranlable. Elle serra le carnet miniature, l'héritage d'Antoine, comme un prolongement de sa main. Lefebvre, après une nuit d'insomnie et de réflexion, prit sa décision. Il irait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. La justice pour Antoine, pour la ville de Lyon, était une priorité absolue,
même si cela signifiait de se dresser seul contre le système. Le carnet d'Antoine révélait également les liens financiers directs entre le réseau de policiers corrompus et les opérations du loup. Chaque chargement de drogue, chaque transaction, chaque point de vente était détaillé, avec les commissions versées aux différents échelons de la hiérarchie policière. Le système était huilé, efficace, garantissant une impunité quasi totale aux trafiquants, en échange de sommes colossales. Le Louken était pas seulement protégé, il était un partenaire d'affaires, un investisseur dans la corruption institutionnelle. Le carnet contenait même des croquis de lieux de rencontre, des descriptions de véhicules, des habitudes. Était un véritable dossier d'accusation, monté avec une précision chirurgicale par Antoine, qui avait compris l'ampleur de l'organisation et avait tout consigné, sachant qu'un jour, ces preuves seraient nécessaires pour faire éclater la vérité. L'affaire Antoine Moreau N était plus celle d'un journaliste disparu, ni même d'un simple assassinat. Était le révélateur d'une conspiration tentaculaire, d'un État dans État, où la justice et le crime étaient dangereusement entremêlés. Les enjeux avaient atteint des sommets insoupçonnés, menaçant de faire écrouler non seulement des carrières, mais la crédibilité même des institutions lyonnaises. Chloé et Lefebvre, armés des preuves inestimables d'Antoine, se préparaient à affronter un ennemi invisible, puissant et sans pitié. Le chemin serait semé d'embûches, de menaces, mais la vérité, patiemment gardée par un rosier, un gnome et une caméra silencieuse, allait enfin pouvoir s'exprimer, réclamant justice avec une force inouïe. Le réseau, si longtemps protégé par le silence, était sur le point d'être exposé au grand jour, mais qui d'autre allait tomber avec lui? La découverte du double fond dans la caméra Leica d'Antoine Moreau fut un véritable choc, une onde de stupeur qui se propagea silencieusement au sein de l'EL, équipe d'enquête restreinte de Lefebvre. Ce N était plus seulement un appareil photographique, mais une capsule temporelle, un coffre-fort de secrets patiemment gardé pendant 15 longues années, attendant le moment propice pour livrer sa vérité. À l'intérieur, le technicien avait extrait avec une délicatesse quasi chirurgicale un microfilm et un carnet miniature, reliés par une fine ficelle, comme un testament scellé. L'odeur du papier vieilli et du celluloïd imprégnait l'air du laboratoire, un parfum de nostalgie mêlé à une promesse d'horreur. Chaque fragment de cet héritage silencieux d'Antoine représentait une pièce cruciale d'un puzzle macabre, une clé ouvrant les portes d'une conspiration dont l'ampleur commençait à peine à se dessiner, promettant de faire éclater une vérité bien plus vaste et dérangeante que le simple assassinat d'un journaliste. Le carnet miniature, aux pages jaunies et à elle, écriture minuscule et cryptée, se révéla être un journal de bord détaillé des dernières semaines d'Antoine, un témoignage poignant de son acharnement et de son courage. Chaque entrée était méticuleuse, presque obsessionnelle. Des noms, des dates précises, des lieux de rendez-vous discrets, des montants en francs soigneusement notés. Il y avait des descriptions de transactions, des agendas de rencontres secrètes, et des numéros de téléphone codés, accompagnés de notes énigmatiques qui devaient être déchiffrées. Ce N n'était pas un simple recueil d'informations, mais un véritable travail de détective, une compilation méthodique des éléments qui, mis bout à bout, commençaient à dessiner les contours d'une organisation criminelle parfaitement huilée, opérant sous le nez des autorités, voire avec leur complicité active. Antoine avait consigné chaque détail, chaque bribe d'information, avec la prescience qu'un jour, ce carnet deviendrait sa voix posthume, son cri de justice depuis l'abîme. Plus accablant encore, le carnet contenait une liste de noms, certains accompagnés de surnoms, tous liés à des figures respectées de l'administration lyonnaise. Des policiers de haut rang, dont certains étaient encore en fonction ou avaient pris une retraite dorée, des magistrats dont l'intégrité était jusqu'alors inébranlable, et même des personnalités politiques locales, dont les carrières reposaient sur une image impeccable. Cette révélation fit l'effet d'une bombe, non seulement pour Chloé, mais aussi pour l'inspecteur Lefebvre. L'affaire N était plus circonscrite à quelques officiers corrompus, mais étendait aux plus hautes sphères du pouvoir lyonnais, une véritable toile d'araignée tissée avec une minutie effrayante, protégeant le loup et ses activités illicites au plus haut niveau. Le silence de 15 ans N n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'une conspiration généralisée, un pacte scellé dans l'ombre, et la trahison. Le microfilm, quant à lui, contenait des documents scannés d'une importance capitale. Des relevés bancaires douteux, au montant astronomique, révélaient des flux financiers illicites, des comptes offshore et des transactions obscures. Des ordres de virement, souvent masqués derrière des sociétés écrans, pointaient vers des bénéficiaires insoupçonnés. Des contrats bidons, signés par des entreprises fantômes, servaient à blanchir l'argent du trafic de drogue et à dissimuler les pots de vin versés aux complices. Chaque document était une preuve irréfutable,
un témoignage silencieux de l'ampleur de la corruption qui rongeait les entrailles de Lyon, transformant la ville de Lumière en un véritable repère pour les criminels. Ces pièces à conviction, patiemment collectées par Antoine, formaient un dossier d'accusation d'une solidité glaçante, dévoilant les mécanismes financiers d'un réseau dont la sophistication défiait l'imagination. La lecture croisée du carnet et l'analyse du microfilm firent l'effet d'une déflagration, confirmant les pires soupçons et les dépassant de loin. Le nom du commissaire Philippe Mercier apparaissait à de multiples reprises, non seulement comme un complice passif, mais comme un architecte clé de ce système criminel, un pivot central autour duquel s'articulaient les opérations. Les montants mentionnés dans les relevés bancaires étaient astronomiques, témoignant de l'ampleur vertigineuse du trafic et du prix de l'impunité, des millions de francs écoulant dans les poches des corrompus. Mais ce qui glaça le sang de Lefebvre fut la découverte de noms insoupçonnés, des figures respectées de la justice et de la politique lyonnaise, dont l'implication aurait pu ébranler la confiance publique dans l'ensemble des institutions, des personnalités au-dessus de tout soupçon, dont la chute menaçait de provoquer un véritable séisme. L'enquête sur la disparition d'Antoine Moreau venait de se transformer en une vaste opération de démantèlement d'une conspiration d'État local, un réseau si profondément enraciné, qu'il menaçait de déstabiliser tel équilibre même de la ville. Les enjeux étaient démesurés, le danger immense. La vérité d'Antoine, patiemment conservée dans le métal froid de sa caméra et les pages jaunies de son carnet, menaçait de faire écrouler des empires, de révéler une pourriture qui avait gangréné la ville de Lyon pendant des décennies, sous le voile de la respectabilité. La crédibilité de la police, de la justice, et même de certains élus locaux était en jeu. Chloé et Lefebvre réalisaient l'ampleur du monstre qu'ils s'apprêtaient à affronter, un ennemi invisible, puissant et sans pitié, dont les ramifications étendaient bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Lefebvre, un homme d'une intégrité reconnue et respectée au sein des affaires internes, se retrouva face à un dilemme moral et professionnel colossal. Dénoncer cette conspiration signifiait s'attaquer à ses propres supérieurs, à des collègues de longue date, risquer sa carrière, et potentiellement sa vie, ainsi que celle de ses proches. Les menaces, d'abord voilées par des avertissements discrets et des pressions silencieuses, devinrent plus directes et insidieuses. Des appels anonymes, des fichiers informatiques corrompus sur son poste de travail, des rumeurs calomnieuses savamment orchestrées commençaient à circuler, tentant de le discréditer, étouffer l'affaire avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Il savait que chaque pas en avant était un risque calculé, une mise en jeu de tout ce qu'il avait bâti, mais la gravité des preuves le poussait inexorablement vers la justice. Chloé, elle aussi, sentit le poids de cette escalade du conflit, la menace grandissante planant au-dessus d'elle comme une épée de Damoclès. Sa voiture fut forcée, des documents disparaissaient de son bureau et elle sentait des regards insistants peser sur elle, des ombres se déplaçant dans la nuit. La peur était présente, une peur froide et viscérale, mais elle était éclipsée par le souvenir d'Antoine, son sacrifice, une force motrice inébranlable. Elle serra le carnet miniature, l'héritage d'Antoine, comme un prolongement de sa main, un talisman. Lefebvre, après une nuit d'insomnie et de profonde réflexion, prit sa décision finale. Il irait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. La justice pour Antoine, pour la ville de Lyon, pour l'intégrité de son institution, était une priorité absolue, même si cela signifiait de se dresser seul contre un système corrompu et sans pitié, prêt à tout pour protéger ses sombres secrets. Le carnet d'Antoine révélait également les liens financiers directs entre le réseau de policiers corrompus et les opérations du Loup, détaillant chaque aspect de leur collaboration illicite. Chaque chargement de drogue, chaque transaction clandestine, chaque point de vente dans les quartiers sombres de Lyon, était méticuleusement consigné, avec les commissions versées aux différents échelons de la hiérarchie policière. Le système était huilé, d'une efficacité redoutable, garantissant une impunité quasi totale aux trafiquants, en échange de sommes colossales qui alimentaient les comptes des corrompus. Le Loup Patate n'était pas seulement protégé, il était un partenaire d'affaires, un investisseur majeur dans la corruption institutionnelle, un architecte du crime dont le pouvoir étendait bien au-delà de ce que les autorités avaient jamais osé imaginer, opérant en toute impunité grâce à cette protection systématique. Le carnet contenait même des croquis précis de lieux de rencontres secrets, des descriptions détaillées de véhicules utilisés pour les transactions, et des habitudes quotidiennes des personnes impliquées, y compris des horaires de patrouille modifiés pour faciliter les livraisons. Était un véritable dossier d'accusation complet, monté avec une précision chirurgicale par Antoine Moreau, qui avait compris l'ampleur de l'organisation et avait tout consigné, sachant qu'un jour, ces preuves seraient absolument nécessaires pour faire éclater la vérité et rendre justice. Chaque page était une pièce à conviction, chaque ligne un témoignage silencieux du courage d'un homme qui avait défié les puissants, au péril de sa vie,
pour exposer la pourriture qui rongeait sa ville de l'intérieur. Son œuvre était désormais entre les mains de Chloé et Lefebvre, leur confiant une mission sacrée. L'affaire Antoine Moreau N était plus celle d'un journaliste disparu, ni même d'un simple assassinat. Était le révélateur d'une conspiration tentaculaire, d'un État dans réel, État, où la justice et le crime étaient dangereusement entremêlés pour former une entité monstrueuse. Les enjeux avaient atteint des sommets insoupçonnés, menaçant de faire écrouler non seulement des carrières et des réputations, mais la crédibilité même des institutions lyonnaises, et de la confiance publique. Chloé et Lefebvre, armés des preuves inestimables d'Antoine, se préparaient à affronter un ennemi invisible, puissant et sans pitié. Le chemin serait semé d'embûches, de menaces, mais la vérité, patiemment gardée par un rosier, un gnome, et une caméra silencieuse, allait enfin pouvoir s'exprimer, réclamant justice avec une force inouïe. Le réseau, si longtemps protégé par le silence, était sur le point d'être exposé au grand jour, mais qui d'autre allait tomber avec lui dans cet abîme de révélation? La découverte du double fond dans la caméra Leica d'Antoine Moreau fut un véritable choc, une onde de stupeur qui se propagea silencieusement au sein de l'équipe d'enquête restreinte de Lefebvre. Ce était plus seulement un appareil photographique, mais une capsule temporelle, un coffre-fort de secrets patiemment gardé pendant 15 longues années, attendant le moment propice pour livrer sa vérité. À l'intérieur, le technicien avait extrait avec une délicatesse quasi chirurgicale, un microfilm et un carnet miniature, reliés par une fine ficelle, comme un testament scellé. L'odeur du papier vieilli et du celluloïd imprégnait l'air du laboratoire, un parfum de nostalgie mêlé à une promesse d'horreur. Chaque fragment de cet héritage silencieux d'Antoine représentait une pièce cruciale d'un puzzle macabre, une clé ouvrant les portes d'une conspiration dont l'ampleur commençait à peine à se dessiner, promettant de faire éclater une vérité bien plus vaste et dérangeante que le simple assassinat d'un journaliste. Le carnet miniature, aux pages jaunies et à l'aile, écriture minuscule et cryptée, se révéla être un journal de bord détaillé des dernières semaines d'Antoine, un témoignage poignant de son acharnement et de son courage. Chaque entrée était méticuleuse, presque obsessionnelle. Des noms, des dates précises, des lieux de rendez-vous discrets, des montants en francs soigneusement notés. Il y avait des descriptions de transactions, des agendas de rencontres secrètes, et des numéros de téléphone codés, accompagnés de notes énigmatiques, qui devaient être déchiffrées. Ce n'était pas un simple recueil d'informations, mais un véritable travail de détective, une compilation méthodique des éléments qui, mis bout à bout, commençaient à dessiner les contours d'une organisation criminelle parfaitement huilée, opérant sous le nez des autorités, voire avec leur complicité active. Antoine avait consigné chaque détail, chaque bribe d'information, avec la prescience qu'un jour, ce carnet deviendrait sa voix posthume, son cri de justice depuis l'abîme. Plus accablant encore, le carnet contenait une liste de noms, certains accompagnés de surnoms, tous liés à des figures respectées de l'administration lyonnaise. Des policiers de haut rang, dont certains étaient encore en fonction ou avaient pris une retraite dorée, des magistrats dont l'intégrité était jusqu'alors inébranlable, et même des personnalités politiques locales, dont les carrières reposaient sur une image impeccable. Cette révélation fit l'effet d'une bombe, non seulement pour Chloé, mais aussi pour l'inspecteur Lefebvre. L'affaire était plus circonscrite à quelques officiers corrompus, mais étendait aux plus hautes sphères du pouvoir lyonnais, une véritable toile d'araignée tissée avec une minutie effrayante, protégeant le loup, et ses activités illicites au plus haut niveau. Le silence de 15 ans n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'une conspiration généralisée, un pacte scellé dans l'ombre, et la trahison. Le microfilm, quant à lui, contenait des documents scannés d'une importance capitale. Des relevés bancaires douteux, au montant astronomique, révélaient des flux financiers illicites, des comptes offshore, et des transactions obscures. Des ordres de virement, souvent masqués derrière des sociétés écrans, pointaient vers des bénéficiaires insoupçonnés. Des contrats bidons, signés par des entreprises fantômes, servaient à blanchir l'argent du trafic de drogue et à dissimuler les pots de vin versés aux complices. Chaque document était une preuve irréfutable, un témoignage silencieux de l'ampleur de la corruption qui rongeait les entrailles de Lyon, transformant la ville de lumière en un véritable repère pour les criminels. Ces pièces à conviction, patiemment collectées par Antoine, formaient un dossier d'accusation d'une solidité glaçante, dévoilant les mécanismes financiers d'un réseau dont la sophistication défiait l'imagination. La lecture croisée du carnet et l'analyse du microfilm firent l'effet d'une déflagration, confirmant les pires soupçons et les dépassant de loin. Le nom du commissaire Philippe Mercier apparaissait à de multiples reprises, non seulement comme un complice passif,
mais comme un architecte clé de ce système criminel, un pivot central autour duquel s'articulaient les opérations. Les montants mentionnés dans les relevés bancaires étaient astronomiques, témoignant de l'ampleur vertigineuse du trafic et du prix de l'impunité, des millions de francs CFA, écoulant dans les poches des corrompus. Mais ce qui glaça le sang de Lefebvre, fut la découverte de noms insoupçonnés, des figures respectées de la justice et de la politique lyonnaise, dont l'implication aurait pu ébranler la confiance publique dans l'ensemble des institutions, des personnalités au-dessus de tout soupçon, dont la chute menaçait de provoquer un véritable séisme. L'enquête sur la disparition d'Antoine Moreau venait de se transformer en une vaste opération de démantèlement d'une conspiration des États local, un réseau si profondément enraciné qu'il menaçait de déstabiliser l'équilibre même de la ville. Les enjeux étaient démesurés, le danger immense. La vérité d'Antoine, patiemment conservée dans le métal froid de sa caméra et les pages jaunies de son carnet, menaçait de faire si casse écrouler des empires, de révéler une pourriture qui avait gangréné la ville de Lyon pendant des décennies, sous le voile de la respectabilité. La crédibilité de la police, de la justice, et même de certains élus locaux était en jeu. Chloé et Lefebvre réalisaient l'ampleur du monstre qu'ils s'apprêtaient à affronter, un ennemi invisible, puissant et sans pitié, dont les ramifications étendaient bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Lefebvre, un homme d'une intégrité reconnue et respectée au sein des affaires internes, se retrouva face à un dilemme moral et professionnel colossal. Dénoncer cette conspiration signifiait s'attaquer à ses propres supérieurs, à des collègues de longue date, risquer sa carrière, et potentiellement sa vie, ainsi que celle de ses proches. Les menaces, d'abord voilées par des avertissements discrets et des pressions silencieuses, devinrent plus directes et insidieuses. Des appels anonymes, des fichiers informatiques corrompus sur son poste de travail, des rumeurs calomnieuses savamment orchestrées commençaient à circuler, tentant de le discréditer, étouffer l'affaire avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Il savait que chaque pas en avant était un risque calculé, une mise en jeu de tout ce qu'il avait bâti. Mais la gravité des preuves le poussait inexorablement vers la justice. Chloé, elle aussi, sentit le poids de cette escalade du conflit, la menace grandissante planant au-dessus d'elle, comme une épée de Damoclès. Sa voiture fut forcée, des documents disparaissaient de son bureau, et elle sentait des regards insistants peser sur elle, des ombres se déplaçant dans la nuit. La peur était présente. Une peur froide et viscérale, mais elle était éclipsée par le souvenir d'Antoine, son sacrifice, une force motrice inébranlable. Elle serra le carnet miniature, l'héritage d'Antoine, comme un prolongement de sa main, un talisman. Lefebvre, après une nuit d'insomnie et de profonde réflexion, prit sa décision finale. Il irait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. La justice pour Antoine, pour la ville de Lyon, pour l'intégrité de son institution, était une priorité absolue. Même si cela signifiait de se dresser seul contre un système corrompu et sans pitié, prêt à tout pour protéger ses sombres secrets. Le carnet d'Antoine révélait également les liens financiers directs entre le réseau de policiers corrompus et les opérations du Loup, détaillant chaque aspect de leur collaboration illicite. Chaque chargement de drogue, chaque transaction clandestine, chaque point de vente dans les quartiers sombres de Lyon, était méticuleusement consigné, avec les commissions versées aux différents échelons de la hiérarchie policière. Le système était huilé, d'une efficacité redoutable, garantissant une impunité quasi totale aux trafiquants, en échange de sommes colossales qui alimentaient les comptes des corrompus. Le Loup était pas seulement protégé. Il était un partenaire d'affaires, un investisseur majeur dans la corruption institutionnelle, un architecte du crime dont le pouvoir étendait bien au-delà de ce que les autorités avaient jamais osé imaginer, opérant en toute impunité grâce à cette protection systématique. Le carnet contenait même des croquis précis de lieux de rencontres secrets, des descriptions détaillées de véhicules utilisés pour les transactions, et des habitudes quotidiennes des personnes impliquées, y compris des horaires de patrouille modifiés pour faciliter les livraisons. Était un véritable dossier d'accusation complet, monté avec une précision chirurgicale par Antoine Moreau, qui avait compris l'ampleur de l'organisation et avait tout consigné, sachant qu'un jour, ces preuves seraient absolument nécessaires pour faire éclater la vérité et rendre justice. Chaque page était une pièce à conviction, chaque ligne un témoignage silencieux du courage d'un homme qui avait défié les puissants, au péril de sa vie, pour exposer la pourriture qui rongeait sa ville de l'intérieur. Son œuvre était désormais entre les mains de Chloé et Lefebvre, leur confiant une mission sacrée. L'affaire Antoine Moreau était plus celle d'un journaliste disparu, ni même d'un simple assassinat. Était le révélateur d'une conspiration tentaculaire, d'un État dans État, où la justice et le crime étaient dangereusement entremêlés pour former une entité monstrueuse. Les enjeux avaient atteint des sommets insoupçonnés, menaçant de faire
écrouler non seulement des carrières et des réputations, mais la crédibilité même des institutions lyonnaises, et de la confiance publique. Chloé et Lefebvre, armés des preuves inestimables d'Antoine, se préparaient à affronter un ennemi invisible, puissant et sans pitié. Le chemin serait semé d'embûches, de menaces, mais la vérité, patiemment gardée par un rosier, un gnome, et une caméra silencieuse, allait enfin pouvoir s'exprimer, réclamant justice avec une force inouïe. Le réseau, si longtemps protégé par le silence, était sur le point d'être exposé au grand jour, mais qui d'autre allait tomber avec lui dans cet abîme de révélation? La vérité, patiemment exhumée des entrailles d'une caméra oubliée, finit par éclater avec la force d'un séisme à travers Lyon. Fort des preuves irréfutables accumulées par Antoine Moreau et méticuleusement analysées par Chloé Dubois, l'inspecteur principal Thomas Lefebvre lança une série d'opérations coordonnées, d'une envergure sans précédent dans l'histoire judiciaire de la ville. Les premières arrestations furent simultanées, ciblant non seulement Philippe Mercier, l'ancien commissaire dont le jardin avait gardé un secret si macabre, mais aussi plusieurs officiers de police impliqués dans le réseau de corruption, dont les noms figuraient en bonne place dans le carnet d'Antoine. La surprise fut totale pour la plupart des suspects, leur façade d'honorabilité s'effondrant sous le poids des faits, tandis que la ville entière retenait son souffle, consciente que le voile de l'oubli était enfin levé sur 15 ans de complicité. Confronté aux photographies accablantes, le loup à ses côtés, la mallette d'argent, le rosier et le gnome, ainsi qu'aux détails précis du carnet d'Antoine et des documents du microfilm, Philippe Mercier ne put maintenir sa façade de respectabilité. L'interrogatoire, mené par un Lefebvre implacable, brisa finalement son silence. Son arrogance fit place à une résignation amère, puis à une confession glaçante. Oui, il avait ordonné le meurtre d'Antoine Moreau en 1992. Le journaliste s'approchait trop près, menaçant de révéler l'étendue de sa collusion avec le loup et le réseau de corruption qu'ils avaient patiemment bâti. La mort d'Antoine avait été un acte prémédité, une exécution pour étouffer la vérité, son corps dissimulé dans son propre jardin, sous le rosier qu'il entretenait avec une ironie cruelle, comme un ultime pied de nez à la justice. Dans la foulée de ces révélations, le dossier méticuleux d'Antoine, riche en détails sur les lieux de transaction et les habitudes du loup, permit aux forces spéciales d'intervenir. Le baron de la drogue, dont l'impunité avait défié les autorités pendant des décennies, fut finalement appréhendé lors d'une opération discrète mais efficace, sur un quai de déchargement, non loin des lieux de ses premières transactions photographiées par Antoine en 1992. Son arrestation, longtemps considérée comme impossible, marqua la fin d'un règne criminel et le démantèlement de son empire. Le loup, le visage dur et le regard froid ne montra aucune émotion, mais la capture de cet homme, figure emblématique de la corruption lyonnaise, résonna comme une victoire symbolique pour la mémoire d'Antoine, son premier et plus grand détracteur. Mais l'onde de choc ne s'arrêta pas là. Le carnet et le microfilm révélèrent une liste bien plus longue de noms, des figures respectées de la justice et de la politique lyonnaise. Des magistrats dont la réputation était immaculée, des hauts fonctionnaires locaux, et même des personnalités politiques dont l'influence avait protégé le réseau pendant des années, furent identifiés. Les arrestations se succédèrent, provoquant un véritable tremblement de terre au sein des institutions de Lyon. La confiance du public fut ébranlée jusqu'à ses fondations, alors que des décennies de complicité et de silence étaient exposées au grand jour. La ville entière fut plongée dans un mélange de choc, de colère et d'une profonde désillusion, confrontée à l'ampleur insoupçonnée de la pourriture qui avait gangréné son système. Pour Sophie Moreau, la sœur d'Antoine, la découverte du corps fut une épreuve déchirante, le point final à 15 années d'incertitude et d'espoir. La douleur de la perte fut ravivée avec une intensité nouvelle, mais cette fois, elle s'accompagna d'une étrange sensation de paix. Savoir où son frère reposait, connaître la vérité sur son assassinat, lui permit enfin de commencer son processus de deuil. Sa rage contre les assassins de son frère se mua en une détermination farouche à le venger. Elle fut un pilier de soutien pour Chloé, témoignant avec courage et dignité, portant la mémoire d'Antoine comme un flambeau, exigeant que justice soit rendue non seulement pour lui, mais pour toutes les victimes silencieuses de cette corruption tentaculaire, pour que le sacrifice de son frère ne soit pas vain. Chloé Dubois, quant à elle, ressentit un mélange complexe d'épuisement, de soulagement et d'une tristesse persistante. Sa quête de justice pour Antoine avait été une odyssée personnelle, un combat acharné contre l'oubli et la corruption. Elle avait tenu sa promesse, révélant la vérité au prix de risques immenses, et d'une confrontation constante avec ses propres peurs. L'objet déclencheur, la caméra Leica, devint un symbole de sa victoire, mais aussi un rappel constant du coût humain de la vérité. Le poids de ce qu'elle avait découvert, la noirceur des âmes qu'elle avait exposées, la marquerait à jamais.
Le sentiment d'accomplissement était immense. Mais la joie était tempérée par la prise de conscience que la vigilance serait éternelle, et que la lutte contre l'ombre ne cesserait jamais vraiment. Le procès de Philippe Mercier et du Loup, ainsi que de leurs complices, devint un événement médiatique national, captivant l'attention du public français. Chaque jour, les révélations s'accumulaient, peignant le tableau d'une corruption systémique et d'un crime odieux. Les preuves présentées par le procureur, s'appuyant sur le travail d'Antoine et l'enquête de Lefebvre, étaient accablantes. Les photographies de la caméra Leica, le carnet détaillé, les relevés bancaires du microfilm, les témoignages des enquêteurs. La salle d'audience était le théâtre d'une confrontation brutale entre la vérité et le mensonge, entre l'idéal de justice et la réalité de la trahison. Les avocats de la défense tentèrent en vain de discréditer les preuves, mais le mur des faits était inébranlable, chaque élément du puzzle s'imbriquant parfaitement. Chloé Dubois fut l'une des témoins clés, sa voix, bien que chargée émotion, résonnant avec une clarté inébranlable dans la salle d'audience. Elle raconta l'histoire d'Antoine, son acharnement, ses doutes, ses avertissements. Elle expliqua comment la caméra avait été trouvée, comment les photos avaient été développées, comment le carnet et le microfilm avaient révélé l'étendue de la conspiration. Le docteur Léa Bernard, l'experte légiste, présenta ses conclusions sur les restes d'Antoine, attestant de la violence de sa mort et du lieu macabre de sa sépulture. Les témoignages se succédèrent, révélant les mécanismes de la corruption, les deals secrets, les menaces, les complicités. Le portrait de Philippe Mercier se dessinait, non pas comme le gardien de l'ordre, mais comme un prédateur, un traître, un assassin, dont la chute était désormais inévitable et irréversible. Après des semaines de délibérations intenses, les verdicts tombèrent, lourds de conséquences et porteurs d'une justice tant attendue. Philippe Mercier fut reconnu coupable d'assassinat, de corruption active et de participation à une association de malfaiteurs, et fut condamné à une lourde peine de prison. Le Loup fut également condamné pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et complicité de corruption, voyant son empire criminel définitivement anéanti. Plusieurs officiers de police et figures politiques locales furent également condamnés pour leur rôle dans le réseau, certains pour corruption, d'autres pour entrave à la justice. La justice avait parlé, et si elle était tardive, elle était enfin rendue. Les questions initiales sur l'assassinat d'Antoine et elle, étendue de la corruption, avaient trouvé leur réponse, sans laisser de lacunes importantes. L'impact sur la police lyonnaise fut profond. L'institution, salie par la corruption de certains de ses membres les plus haut placés, fut contrainte d'entreprendre une vaste purge interne. Des réformes furent mises en place pour renforcer les contrôles, la transparence et l'intégrité, sous l'impulsion de l'inspecteur principal Lefebvre, qui devint une figure respectée de la lutte contre la corruption. La confiance du public, ébranlée, commença lentement à se reconstruire, un processus long et difficile. Lefebvre, qui avait risqué sa carrière et sa vie pour la vérité, devint un symbole de la rédemption possible au sein de l'institution, prouvant que même dans les recoins les plus sombres, il existait des hommes et des femmes prêts à défendre l'idéal de justice, coûte que coûte, même face à leur propre père. La ville de Lyon, jadis fière de son image, fut forcée de regarder en face les ombres qui l'avaient longtemps hantée. Le scandale provoqua un débat national sur la corruption, la vigilance citoyenne, et la nécessité d'un journalisme d'investigation libre et courageux. Les habitants de Lyon, choqués par l'ampleur des révélations, se mobilisèrent, exigeant plus de transparence et de responsabilité de la part de leurs élus et de leurs institutions. La mémoire d'Antoine Moreau fut réhabilitée, son nom devenant un symbole de la lutte pour la vérité, un rappel constant que le silence ne pouvait éternellement couvrir l'injustice. La ville, ébranlée, entama un lent processus de guérison, espérant que cette sombre page de son histoire servirait de leçon pour l'avenir, un avertissement contre le pouvoir corrupteur de l'argent et de l'impunité. Antoine Moreau, le journaliste idéaliste disparu dans l'ombre, fut finalement reconnu comme le héros qu'il avait toujours été. Son sacrifice, longtemps ignoré, devint un catalyseur pour une justice bien plus vaste que ce qu'il aurait pu imaginer. Sa caméra Leica, son carnet miniature et le microfilm devinrent des artefacts historiques, des symboles de sa persévérance et de son courage. Ils furent exposés, témoignages muets d'une époque où un homme avait osé défier les puissants, au péril de sa vie, pour la vérité. Son héritage, porté par Chloé et Sophie, s'inscrivit dans les annales du journalisme, rappelant à tous que la lumière finit toujours par percer les ténèbres, même après 15 longues années de silence, même quand le prix à payer est le plus lourd. La question « Qui a réellement ordonné l'assassinat d'Antoine Moreau ?» trouva sa réponse. Le commissaire Philippe Mercier, épaulé par son réseau corrompu, pour protéger ses propres intérêts, et ceux du Loup. Elle, étendue du réseau de corruption,
qui avait couvert son crime pendant 15 ans, fut révélé comme étant tentaculaire, impliquant des policiers, des magistrats et des personnalités politiques de haut rang à Lyon. Chloé Dubois, fidèle à sa promesse, avait obtenu justice pour son ami, brisant le mur du silence et de l'impunité. L'histoire d'Antoine Moreau devint un rappel poignant du pouvoir de la vérité, du courage des individus et de la nécessité d'une vigilance éternelle face aux forces de l'ombre. Et cela fut seulement le début de quelque chose de bien plus grand. La vérité, patiemment exhumée des entrailles d'une caméra oubliée, finit par éclater avec la force d'un séisme à travers Lyon. Fort des preuves irréfutables accumulées par Antoine Moreau et méticuleusement analysées par Chloé Dubois, l'inspecteur principal Thomas Lefebvre lança une série d'opérations coordonnées, d'une envergure sans précédent dans l'histoire judiciaire de la ville. Les premières arrestations furent simultanées, ciblant non seulement Philippe Mercier, l'ancien commissaire dont le jardin avait gardé un secret si macabre, mais aussi plusieurs officiers de police impliqués dans le réseau de corruption, dont les noms figuraient en bonne place dans le carnet d'Antoine. La surprise fut totale pour la plupart des suspects, leur façade d'honorabilité s'effondrant sous le poids des faits, tandis que la ville entière retenait son souffle, consciente que le voile de l'oubli était enfin levé sur 15 ans de complicité. Confronté aux photographies accablantes, le loup à ses côtés, la mallette d'argent, le rosier et le gnome, ainsi qu'aux détails précis du carnet d'Antoine et des documents du microfilm, Philippe Mercier ne put maintenir sa façade de respectabilité. L'interrogatoire, mené par un Lefebvre implacable, brisa finalement son silence. Son arrogance fit place à une résignation amère, puis à une confession glaçante. Oui. Il avait ordonné le meurtre d'Antoine Moreau en 1992. Le journaliste s'approchait trop près, menaçant de révéler Loup, étendu de sa collusion avec le Loup, et le réseau de corruption qu'ils avaient patiemment bâti. La mort d'Antoine avait été un acte prémédité, une exécution pour étouffer la vérité, son corps dissimulé dans son propre jardin, sous le rosier qu'il entretenait avec une ironie cruelle, comme un ultime pied de nez à la justice. Dans la foulée de ces révélations, le dossier méticuleux d'Antoine, riche en détails sur les lieux de transaction et les habitudes du Loup, permit aux forces spéciales d'intervenir. Le baron de la drogue, dont l'impunité avait défié les autorités pendant des décennies, fut finalement appréhendé lors d'une opération discrète mais efficace, sur un quai de déchargement, non loin des lieux de ses premières transactions photographiées par Antoine en 1992. Son arrestation, longtemps considérée comme impossible, marqua la fin d'un règne criminel et le démantèlement de son empire. Le Loup, le visage dur et le regard froid, ne montra aucune émotion, mais la capture de cet homme, figure emblématique de la corruption lyonnaise, résonna comme une victoire symbolique pour la mémoire d'Antoine, son premier et plus grand détracteur. Mais l'onde de choc ne s'arrêta pas là. Le carnet et le microfilm révélèrent une liste bien plus longue de noms, des figures respectées de la justice et de la politique lyonnaise. Des magistrats dont la réputation était immaculée, des hauts fonctionnaires locaux, et même des personnalités politiques dont l'influence avait protégé le réseau pendant des années, furent identifiés. Les arrestations se succédèrent, provoquant un véritable tremblement de terre au sein des institutions de Lyon. La confiance du public fut ébranlée jusqu'à ses fondations, alors que des décennies de complicité et de silence étaient exposées au grand jour. La ville entière fut plongée dans un mélange de choc, de colère et d'une profonde désillusion, confrontée à l'ampleur insoupçonnée de la pourriture qui avait gangréné son système. Pour Sophie Moreau, la sœur d'Antoine, la découverte du corps fut une épreuve déchirante, le point final à 15 années d'incertitude et d'espoir. La douleur de la perte fut ravivée avec une intensité nouvelle, mais cette fois, elle s'accompagna d'une étrange sensation de paix. Savoir où son frère reposait, connaître la vérité sur son assassinat, lui permit enfin de commencer son processus de deuil. Sa rage contre les assassins de son frère se mua en une détermination farouche à le venger. Elle fut un pilier de soutien pour Chloé, témoignant avec courage et dignité, portant la mémoire d'Antoine comme un flambeau, exigeant que justice soit rendue non seulement pour lui, mais pour toutes les victimes silencieuses de cette corruption tentaculaire, pour que le sacrifice de son frère ne soit pas vain. Chloé Dubois, quant à elle, ressentit un mélange complexe d'épuisement, de soulagement et d'une tristesse persistante. Sa quête de justice pour Antoine avait été une odyssée personnelle, un combat acharné contre l'oubli et la corruption. Elle avait tenu sa promesse, révélant la vérité au prix de risques immenses, et d'une confrontation constante avec ses propres peurs. L'objet déclencheur, la caméra Leica, devint un symbole de sa victoire, mais aussi un rappel constant du coût humain de la vérité. Le poids de ce qu'elle avait découvert, la noirceur des âmes qu'elle avait exposées la marquerait à jamais.
Le sentiment d'accomplissement était immense, mais la joie était tempérée par la prise de conscience que la vigilance serait éternelle, et que la lutte contre l'ombre ne cesserait jamais vraiment. Le procès de Philippe Mercier et du Loup, ainsi que de leurs complices, devint un événement médiatique national, captivant l'attention du public français. Chaque jour, les révélations s'accumulaient, peignant le tableau d'une corruption systémique et d'un crime odieux. Les preuves présentées par le procureur, s'appuyant sur le travail d'Antoine et l'enquête de Lefebvre, étaient accablantes. Les photographies de la caméra Leica, le carnet détaillé, les relevés bancaires du microfilm, les témoignages des enquêteurs. La salle d'audience était le théâtre d'une confrontation brutale, entre la vérité et le mensonge, entre l'idéal de justice et la réalité de la trahison. Les avocats de la défense tentèrent en vain de discréditer les preuves, mais le mur des faits était inébranlable, chaque élément du puzzle s'imbriquant parfaitement. L'impact sur la police lyonnaise fut profond. L'institution, salie par la corruption de certains de ses membres les plus haut placés, fut contrainte d'entreprendre une vaste purge interne. Des réformes furent mises en place pour renforcer les contrôles, la transparence et l'intégrité, sous l'impulsion de l'inspecteur principal Lefebvre, qui devint une figure respectée de la lutte contre la corruption. La confiance du public, ébranlée, commença lentement à se reconstruire, un processus long et difficile. Lefebvre, qui avait risqué sa carrière et sa vie pour la vérité, devint un symbole de la rédemption possible au sein de l'institution, prouvant que même dans les recoins les plus sombres, il existait des hommes et des femmes prêts à défendre l'idéal de justice, coûte que coûte, même face à leur propre père. La ville de Lyon, jadis fière de son image, fut forcée de regarder en face les ombres qui l'avaient longtemps hantée. Le scandale provoqua un débat national sur la corruption, la vigilance citoyenne, et la nécessité d'un journalisme d'investigation libre et courageux. Les habitants de Lyon, choqués par l'ampleur des révélations, se mobilisèrent, exigeant plus de transparence et de responsabilité de la part de leurs élus et de leurs institutions. La mémoire d'Antoine Moreau fut réhabilitée, son nom devenant un symbole de la lutte pour la vérité, un rappel constant que le silence ne pouvait éternellement couvrir l'injustice. La ville, ébranlée, entama un lent processus de guérison, espérant que cette sombre page de son histoire servirait de leçon pour l'avenir, un avertissement contre le pouvoir corrupteur de l'argent et de l'impunité. Et cela fut seulement le début de quelque chose de bien plus grand,